Bienvenue sur cet webinaire concernant sur le système de chaleur. Moi, je suis Patrick Hagen, Product Manager. Bienvenue sur cet webinaire sur les systèmes de chaleur. Moi, je m'appelle Patrick Hagen et je suis responsable comme chef produit Belux pour un parti de la filiale. Jongens, alsjeblieft. Bienvenue sur cet webinaire concernant les systèmes de chaleur. Moi, je m'appelle Patrick Hagen et je suis chef produit pour la filiale de la Belgique et du Grand-Duché Luxembourg. D'abord, avant qu'on parle d'un système de chaleur ou un réseau de chaleur, d'abord, je vous donne une petite définition de ce qu'on appelle un réseau de chaleur. Pour avoir un réseau de chaleur, vous avez toujours besoin d'une production centralisée. Cette production centralisée produit de l'eau chaude. Ça peut être de la chaleur résiduelle qui vient de l'industrie ou qui vient d'un incinérateur, mais ça peut également être de l'eau chaude qui est produite par une chaudière à condensation dans une chaufferie centrale. Puis, vous avez besoin d'un certain réseau de tuyauterie pour transporter cette chaleur de la production vers les sous-stations et à la limite, à chaque consommateur, on a une sous-station qui peut produire à la place de l'eau chaude et du chauffage pour les consommateurs. Donc, pour avoir un réseau de chaleur ou un système de chaleur, on a toujours besoin de ces trois choses: une production centralisée, un réseau de tuyauterie et des sous-stations. Pour vous donner une idée que ce n'est pas la future qui viendra dans quelques années, trois bons exemples qui sont réalisés les dernières années en Belgique, un peu partout en Belgique. Nous avons un exemple de Malompré, dans la région d'Oufalise, un bon exemple à Waterloo et peut-être le cas le plus connu à Roulers en Flandre. On commence avec le réseau de chaleur à Malompré. Donc, pour vous situer un peu la situation, au début, au départ du projet, donc, toutes les maisons à Malompré avaient leur propre chaudière individuelle. C'était un chaudière à mazout, car un réseau de gaz n'était pas disponible. On était confronté avec le prix du mazout qui hausse très 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 vite. Et par contre, on a aussi une grande réservoir de biomasse qui était disponible. Ce biomasse, ça vient de l'agriculture et ça vient aussi de l'industrie forestière qui est fort développée dans la région de Malompré. En 2013, au moment qu'on voudrait renouveler les routes et aussi le réseau d'eau potable à Malompré, on a décidé de créer une chaufferie centralisée à cet endroit et on a créé trois branches
de trois branches de réseau de tuyauterie pour transporter l'eau chaude qui vient du chaudière centrale vers les différentes sous-stations. En total, on a installé une chaudière à biomasse qui fonctionne avec des copeaux de bois, une chaudière biomasse de 540 kW, ce qui est bien pour une couverture de 95%. Et comme support, on avait aussi installé une chaudière à mazout de 700 kW. En total, on a installé 1400 mètres de tuyauterie et on a raccordé 55 sous-stations sur ce réseau. Investissement 950 000 €, mais ce qui est très important, tous ces investissements étaient donc en 8 ans, tous ces investissements étaient récupérés. En plus, on gagne par an 150 000 litres de mazout. Un autre projet, c'était à Waterloo, Bella Vita, il s'appelle, où on a rénové des bâtiments existants. Et on a aussi ajouté un projet de nouvelle construction des appartements, des maisons, mais aussi des maisons de retraite et des magasins. Là aussi, on a choisi pour la solution d'une chaudière à biomasse centralisée. Donc là, on a installé deux chaudières de 800 kW, bien pour une couverture de 80%. Comme support, on a aussi installé une chaudière à condensation. Là, la longueur du réseau de tuyauterie est 6 km et on va raccorder 140 sous-stations sur cet réseau. C'est bien pour une réduction de CO2 en total de 2000 tonnes par an. Et peut-être le cas le plus connu, c'était l'incinérateur de déchets Mirom à Roulers. Donc, cet incinérateur, il a une capacité de 145 gigawattheures et il produit ça par brûler 65 000 tonnes de déchets par an. En théorie, avec ce 145 gigawattheures, on a une couverture potentielle de 45% du gaz pour l'usage résidentiel à Roulers. Pendant cette année-ci et l'année prochaine, on a planifié de connecter 1000 nouvelles maisons sur le réseau existant, car pour améliorer en effet la récupération de chaleur. En total, avec les 1000 nouvelles maisons, on aura une réduction de mazout par an de 1 600 000 litres par an. Donc, ce sont des projets qu'on est en train de développer ou qui sont déjà développés en Belgique. Quand on regarde ici cette carte de l'Europe, une carte qui est faite par l'université d'Aalborg à Danemark, on voit que le plus rouge, la région est colorée, le plus grand, la chaleur résiduelle de l'industrie, qui est la capacité de chaleur qui est encore disponible. Donc,
vous voyez ici la région Belgique-Pays-Bas, ce qui est fort rouge. Donc, ça veut dire il y a beaucoup de chaleur résiduelle qui vient de l'industrie et qui peut être récupérée pour satisfaire la demande de chaleur dans les maisons. En plus, quand on regarde ici, c'est une carte de la Belgique, quand on regarde ici la région de la Campine et aussi la région de Mons, on voit que il y a une grande potentiel de géothermie profonde qui est disponible dans ces deux régions-là. Seulement pour la Campine, on parle de 70 sources géothermiques pour en total 50 mégawatts. Et avec cette 70 sources, on a une couverture de 2,5% de l'usage d'électricité totale en Belgique ou 7% de l'usage de gaz en Belgique, si on utilise ça pour la production de chaleur. Donc, il y a un potentiel énorme en Belgique de chaleur qui est en effet gratuit pour utiliser pour le chauffage des maisons et pour la production d'eau chaude sanitaire, et pour l'instant, on ne fait rien avec ça. Mais voilà l'introduction. Maintenant, on va parler de la différence entre une sous-station et une chaudière à condensation. Là, voilà deux exemples d'une côté, à la côté droite, une chaudière à condensation, à la côté gauche, un sous-station, et on voit des trucs qui sont très pareils. On voit dans tous les deux une pompe, on voit un échangeur, on voit des vannes de réglage, et on voit une régulation électronique dans tous les deux. Donc, ils sont fort comparables l'un à l'autre. Par contre, il y a aussi des grandes différences. Quand on regarde pour une chaudière à condensation, dans chaque appartement, on a besoin d'un raccordement de gaz et d'un raccordement de cheminée. En plus, parce qu'on a une connexion sur une cheminée, il y a aussi toujours le risque d'intoxication CO et il y a aussi un danger d'explosion. En effet, dans les appartements, on n'a pas de sécurité de gaz. Par contre, si on travaille avec des sous-stations, on n'a plus besoin d'un raccordement de gaz dans chaque appartement, ni d'un raccordement de cheminée. On a seulement besoin du réseau gaz et d'un cheminée dans la chaufferie centrale. Donc, ça veut dire en même temps qu'il n'y a pas de danger d'intoxication CE et pas de danger d'explosion, car dans la chaufferie centralisée, on a besoin d'installer une sécurité de gaz. Encore des autres avantages pour la maintenance annuelle. On doit visiter, entrer dans chaque appartement individuel. Par contre, avec une chaudière centrale, on doit seulement visiter la chaufferie centralisée qui est normalement fermée et où on a toujours accès. Au niveau de confort, la plupart des chaudières à condensation murale, ce sont des modèles avec un échangeur de 24 ou de 28 kW. Par contre, pour les sous-stations, le modèle avec l'échangeur le plus petit a quand même une capacité de 35 kW, ce qui est plus que le 25 kW. Pour la température de départ, avec une chaudière à condensation, pour le chauffage, on a normalement toujours une régulation climatique et on peut donc descendre la température
de départ selon les désirs ou selon le temps à l'extérieur. Par contre, pour la production d'eau chaude, on a encore besoin d'une température très haute. Pour une sous-station, on a constamment besoin d'une température très haute, soit pour la production de chauffage, soit pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour la facturation individuelle, avec une chaudière à condensation, on travaille avec un compteur de gaz qui est installé sur le raccordement de gaz. Pour une sous-station, ça c'est aucun problème non plus, car là on travaille avec un compteur d'énergie à chaque sous-station et chacun paye ce qu'il a consommé. Juste un petit démarche. Chez nous, chez notre module ou SATCA, on a toujours un gabarit qui se trouve là dans les sous-stations où on peut monter nos deux modèles de compteurs d'énergie qui sont tous les deux basés sur un comptage du delta T et un comptage de débit. Donc avec tous les deux modèles, on compte la consommation pour le chauffage central et pour l'eau chaude et la production d'eau chaude sanitaire. Avec tous les deux, on a un système de faire une lecture à distance, sauf pour le modèle Conteca. On a encore la possibilité de connecter 3 compteurs à impulsion en plus. Donc ça veut dire sur cet type de compteur de chaleur, tu peux encore connecter ton compteur d'eau froide ou ton compteur d'électricité ou n'importe quel autre type de compteur à impulsion. Encore quelques mots sur débit constant et débit variable. Prenez cette surface ici comme la sous-station et cette sous-station il a besoin d'un débit de 1000 litres par heure pour produire suffisamment de chaleur et suffisamment d'eau chaude. En cas qu'on a une module à débit constant, si on a une demande en chauffage ou en sanitaire, l'eau vient de la chaudière, il entre ici dans le sous-station et à ce moment, ça passe vers le sous-station et ça retourne direction compteur ou direction chaudière. Au moment qu'il n'y a pas de demande, l'eau vient de la chaudière, ça passe ici par le bypass et ça retourne à la même température directement vers le retour vers la chaudière. Donc en effet, s'il y a une demande oui ou non pour cette sous-station, dans la colonne montante, il y a toujours un débit de 1000 litres par heure qui tourne. Si on a dans la même colonne, par exemple, 5 sous-stations, il y a constamment un débit de 5000 litres par heure qui tourne ici dans la colonne principale. En cas qu'on travaille avec une module débit variable, donc on a encore le même type de sous-station, sauf la régulation, il était changé d'une vanne 3 voies bypass à une vanne à 2 voies. Au moment qu'il y a une demande, la vanne est ouverte, il y a de l'eau qui vient de la chaudière qui entre dans le sous-station et ça retourne vers la chaudière. Au moment qu'il n'y a pas de débit, qu'il n'y a pas une demande ni en chauffage ni en eau sanitaire, la vanne est bloquée, il n'y a pas de débit qui coule. Donc ça veut dire en cas le débit dans la colonne est 0. Et donc, si on a dans cette colonne aussi 5 sous-stations qui sont installées, le débit peut varier entre 0 et 500 litres par heure
selon les demandes dans les différentes sous-stations. Donc, le débit dans la colonne ne reste pas constant, ça change tout le temps entre le 0 et le 500 000. Ça, c'est la grande différence entre un système constant et un système débit variable. Le grand avantage pour du débit, du système débit variable, c'est une économie d'énergie de pompe jusqu'à 40%. Évidemment, tu dois le combiner avec une pompe à haute efficacité, une pompe à vitesse réglable. On a aussi, avec le système débit variable, une température de retour plus bas, parce que tu n'as nulle part de l'injection de l'eau chaudière, de l'eau chaude qui vient du départ directement dans le circuit retour. Donc, la température de retour devient plus basse, l'efficacité de la chaudière augmentera. Et on a aussi moins de perte de chaleur dans le système, dans les différentes colonnes, parce que la température de retour est plus bas. Attention, l'équilibrage dynamique de tout ce système, ça devient de plus en plus important et tous les avantages que tu as créés ici en utilisant un système débit variable, tu peux perdre quand tu ne fais pas un équilibrage dynamique adéquat. Maintenant, une petite histoire sur les différentes sous-stations qu'on trouve sur le marché. Chez nous, chez Calefi, nous produisons déjà des sous-stations selon le système débit constante dès les années 1970 et ce système était toujours basé sur un système très facile. Dès qu'on entre dans la sous-station, on a toujours une vanne de priorité qui décide on va produire de l'eau chaude ou on va produire du chaleur. Au moment qu'il y a une demande eau chaude, la vanne priorité va tourner dans la direction gauche. En cas qu'il y a une demande en chauffage, il va tourner dans la direction droite. S'il n'y a pas une demande dans dans cette génération de sous-stations, on avait toujours un bypass fixe, d'où l'eau vient du départ vers le retour sans rafraîchissement. Le réglage de ces genres de sous-stations était aussi très basique. C'était une régulation mécanique basée sur le principe on-off, on produit ou on ne produit pas. De plus en plus, avec la connaissance qu'on a eue pour le système, pour les installations chauffage et la connaissance sur le système débit variable, on a aussi essayé de trouver une solution pour ce problème avec le bypass et la température de retour plus haut. Et on a amélioré ce genre de sous-station. Donc, ce qu'on a fait, c'est en effet on travaille de plus en plus avec des vannes, au lieu d'une vanne de priorité, avec des vannes deux voies. On a adapté le réglage mécanique d'une régulation on-off vers une régulation PI. Donc ça veut dire il travaille avec des senseurs et il va déjà adapter. Et basé sur ça, on a aussi adapté le débit du bypass. On peut maintenant l'adapter soit dirigé par un delta P, soit dirigé par le delta T, mais le bypass était donc il est encore là, mais il est adaptable. Donc, à certains moments, ce sont encore ce que nous appelons
des sous-stations de la première génération car ils sont encore basés sur un système débit constante. Dès les années 2012, nous, comme Calefi, nous avons lancé les modèles, les sous-stations de la modèle SAT-K qui sont basés sur un système débit variable. Le réglage passe toujours avec des vannes deux voies, mais des vannes deux voies modulantes qui sont réglées par une régulation électronique PID et il n'y a nulle part dans cette sous-station une bypass. Donc vraiment basé sur un système débit variable. Comment est-ce que ce genre de sous-station fonctionne? J'ai un exemple de la type module basse température et je vais vous éclairer le système production eau chaude. À un certain moment, il y a une demande d'eau chaude qui est constatée par le senseur de débit. Ce senseur de débit, il envoie un signal vers le régulateur électronique et cet régulateur électronique, lui, il va ouvrir la vanne modulante pour le chauffage, pour la sanitaire et lui, il va prendre de l'eau de la chaudière, chauffer l'échangeur à plaque et puis il envoie direction chaudière. En même temps, l'eau froide entre dans l'échangeur, il est chauffé par l'eau de la chaudière et à ce moment, la température qui est fixée là dans la température sanitaire qui est fixée là dans le régulateur, il est contrôlé là, dans le numéro 5, le sonde de température à la sortie de l'échangeur. Donc ça veut dire il y a à ce moment constamment un jeu entre le senseur de débit, le sonde de température, le régulateur électronique et la vanne modulante qui est adaptée constamment pour obtenir ici à la sortie une température de, laisse dire, 50 degrés. Même cas pour la côté chauffage, il y a une demande qui est initialisée ici par le thermostat. Le thermostat, il envoie un signal vers le régulateur électronique et cet régulateur électronique, lui, il va régler le vanne de mixage 3 voies. Il va prendre de l'eau chaude de la chaudière et de l'eau froide de la retour pour obtenir la température chauffage qui est fixée ici dans le régulateur. Évidemment, cette température, il est constamment contrôlée par le sonde de retour qui se trouve là, directement à la sortie de la vanne 3 voies. Cette eau a une température de, laisse dire, 35 degrés. Il vient vers le système chauffage par le sol, ça revient, et à ce moment, il est directement la température du retour, il est directement contrôlé là par le sonde de température qui se trouve à l'entrée du sous-station. Donc, au moment que l'eau entre de nouveau dans le sous-station, la température est contrôlée et constamment par le régulateur électronique. Le delta T est contrôlé. Au moment que le delta T vient trop petit, lui, il va automatiquement, la température fixe chauffage qui est mis là, il va automatiquement adapter ça vers le bas pour réaliser de nouveau un delta T assez grand pour cette module, un delta T de 5 degrés.
Et donc, constamment, la température est adaptée là où la position de la vanne modulante, il est toujours adapté pour réaliser un rendement le plus haut que possible dans cette sous-station. Dans cette module basse température, il y a aussi une vanne de sécurité qui est mise là. C'est en effet une espèce de klaxon. Au moment que la température dépasse le 45 degrés, lui, il va automatiquement couper, donc ce senseur se trouve là, lui, il va automatiquement couper la vanne de sécurité qui bloque le sous-station. Donc, ce vanne de sécurité se trouve là. Il bloque le sous-station, il coupe l'électricité vers la pompe et donc à ce moment, le système chauffage par le sol ne peut plus se réchauffer. Même en cas que le système chauffage est coupé, tu peux encore produire de l'eau chaude sanitaire. Quelles sont les fonctions les plus principales pour la régulateur électronique? En effet, tu peux régler la température, fixer la température du chauffage et du production eau chaude. Il fait aussi le réglage du vanne de chauffage et du vanne de eau chaude. On peut constamment lire sur le display la température actuelle du chauffage et du eau chaude. Il donne avec les différentes lettres l'état de l'appareil. Et sur le display, tu as aussi toujours une code. En cas qu'il y a un manquement à l'appareil, il y a toujours un code qui disparaît et ça vous donne automatiquement ce qui est le problème avec la sous-station. Au niveau de l'eau chaude sanitaire, il y a les trucs qui sont très importants, c'est le plage de réglage en température. Donc, pour tous les modèles, c'est entre 42 et 60 kW. Ils ont un débit constant entre 2,5 et 15 litres par minute. Parce qu'ils sont produits par un échangeur de 40 kW, tu réalises aussi un delta T de 30 degrés entre retour et départ à ta côté primaire, à la côté chaudière. Et tu as aussi le confort maximal parce que tu as aussi la possibilité de tenir la température de l'eau chaude sanitaire à température dans l'échangeur. Pour la régulation du chauffage, tu as toujours le choix entre des modèles à haute température pour utiliser en combinaison avec des radiateurs et des modules à basse température pour utiliser en combinaison avec le chauffage par le sol. En plus, tu as le choix entre des modèles avec une régulation modulante, cette régulation qui est basée sur la mesure constante du delta T, comme j'ai expliqué, ou tu as aussi des modèles on-off et tous les modèles sont réglés par un thermostat d'ambiance à la choix. Comment est-ce que je dois choisir la sous-station appropriée? En effet, la question, ce qu'on doit se poser, c'est toujours est-ce que j'ai besoin d'une module qui peut produire plus que 18 litres par minute? Si on doit répondre oui, tu as besoin d'une modèle SATK 40, soit à haute température, soit à basse température, mais toujours avec la modulation sur
le système chauffage, en cas que tu as qu'une production de moins de 18 litres par minute en sanitaire suffit, la prochaine question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai un système de chauffage urbain ou un système une installation à haute pression statique? Oui, dans ce cas, tu as besoin d'une module SAT4 30, excusez-moi, où tu as deux échangeurs, un échangeur pour le chauffage et un échangeur pour le sanitaire. De cette manière, tu crées une séparation hydraulique entre le système primaire à haute température et à haute pression éventuellement et le système secondaire à basse température et à basse pression. En cas que aussi dans cette question tu dois répondre non, à ce moment tu es dans une installation avec une chaudière une chaufferie centralisée, et là à ce moment tu as le choix entre le modèle SATK 20, soit une modèle 303, une module à haute température sans régulation modulante, la modèle SATK 203, une modèle à haute température mais avec régulation modulaire, ou la modèle SATK 2103, 103. Dans ce cas-là, c'est une modèle à basse température mais avec une régulation modulaire. En cas que le prix est super important, nous avons aussi une module mécanique. Il s'appelle le module SATK 15. C'est une module à haute température avec une régulation on-off et qui est commandée mécaniquement. Cette module fonctionne encore toujours selon le système débit variable. Il a exactement le même échangeur surdimensionné que le modèle SATK 20, 30 et 40, mais on a éliminé on a supprimé toute la régulation électronique et on a remplacé par une réglage mécanique. Cette réglage mécanique, ça donne que la température de l'eau chaude sanitaire n'est plus constante, mais qu'il variait selon la position ou la régulation manuelle de température sanitaire. Donc, ça va fluctuer constamment et ça dépend du débit demandé en sanitaire. Maintenant, juste pour vous sensibiliser un petit peu pour tout ce qui est débit variable et pour vous donner une idée quelle est la différence entre un système débit constant et un système débit variable. En effet, un système pareil, sauf j'utilise un autre type de sous-station. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons pris cette installation de 20 appartements, un chaufferie centralisé, une pompe, et puis une colonne, 4 étages, et à chaque étage, 5 sous-stations. Ces appartements, ils sont chauffés par des radiateurs. On a une température de 50 et un delta T sur le système chauffage de 20 degrés. À chaque appartement, on a prévu comme sanitaire un douche, un lavabo et un robinet de cuisine. Et les pertes de chaleur, vous trouvez là. Maintenant, quand on va calculer cette installation avec notre propre
sous-station à débit constant, le modèle SAT77, qui a un échangeur de 35 kW, nous avons besoin d'une puissance maximale de 186 kW et un débit de 6600 litres. Si on doit alimenter exactement la même installation, mais maintenant avec des modules débit variable, notre module de base, donc sans régulation électromodulante, notre module SATK 20303, nous avons besoin d'une puissance maximum de 165 kW et un débit de 5400 litres à l'heure. Donc ça veut dire une réduction en puissance maximale de 12% et une réduction en débit maximal de 21%. Si je calcule cette installation avec notre module mécanique SATK 15, mais aussi basé sur le même système débit variable, on a besoin d'une exactement la même puissance maximale et exactement la même débit maximal. Donc ça n'a rien à faire avec la régulation électronique ou mécanique, c'est juste à faire avec système débit constant ou système débit variable. En cas qu'on fonctionne en débit partiel, ces modules SATK 20 ou 203.03 sera plus performante que la module SATK 15 et on gagne de l'énergie en charge partielle. On va maintenant calculer avec exactement la même installation et on va calculer selon les différentes normes qui existent. Comment est-ce qu'on calcule ce genre d'installation? Donc, ce qu'on doit faire, en effet, c'est calculer la puissance et le débit en circuit primaire pour produire le chauffage. Et pour le chauffage, ça c'est très facile, on prend les pertes de chaleur, on connaît la formule de puissance égale débit fois C fois delta T. Et donc avec cette formule, on peut calculer ce qui est la puissance et la débit qu'on a nécessaire. Pour la calculation de puissance et de débit primaire pour la production sanitaire, c'est un peu plus compliqué. D'abord, on calcule le débit sanitaire maximal en théorie. Donc, chez notre exemple, c'était ce 12 plus 6 plus 12, donc par appartement en total, théoriquement, 30 litres par minute. Ça, on doit multiplier avec un facteur de simultanéité qu'on peut retrouver dans le norme. J'expliquerai plus tard où on peut trouver ça. Et avec ça, tu peux calculer ta puissance et ta débit primaire qu'on a besoin pour produire cette quantité de l'eau sanitaire chaude. Et puis, de ces deux, pour le sanitaire et le chauffage, on prend la puissance principale des deux et le débit principal des deux. Un exemple pour calculer notre débit sanitaire et notre puissance sanitaire. Donc en effet, ici j'ai pris 30 litres par appartement dans notre exemple, fois 20 appartements, ça fait en total 600 litres par minute ou 10 litres par seconde. Ça, c'est
théoriquement mon débit maximal en sanitaire. Maintenant, je vais le multiplier avec mon facteur de simultanéité, qui est en effet, dans ce cas-là, 13%. Puis, ce chiffre, ça, je peux retrouver dans mon fiche technique du SATK. Donc, je veux, pour rehausser la température de l'eau froide avec 29 degrés vers l'eau chaude, j'ai besoin donc d'une capacité de 1,36 kg par seconde ou litres par seconde fois C fois mon delta T. Donc en total, j'ai besoin d'une puissance primaire pour produire ça de 165 kW. Ce 165 kW, de nouveau le delta T, ça on peut retrouver dans la fiche technique des modules SATK 20. Pour produire cette 160 kW en côté primaire, j'ai besoin du 165 kW divisé par C divisé par 26 kW. Donc en total, en débit primaire, j'ai besoin du 5460 litres à l'heure. Maintenant, d'où vient ce facteur de simultanéité? Chez nous, nous calculons toujours selon la norme EN 807/6. Dans ce norme où tu trouves ici le tableau, tu vois toujours tu vois dans la première colonne le débit maximal en théorie, et dans la troisième colonne, la dernière colonne, tu trouves toujours le facteur de simultanéité. Donc, en cas qu'on a un débit maximal de 0,5, un demi-litre par seconde, ce qui est en effet 30 litres par minute, tu dois calculer avec un facteur de simultanéité de 90%. Pour un débit théorique de 1 litre par seconde, c'est encore 85%. Dans notre cas, 10 litres par seconde, un facteur de simultanéité de 13,6%. En tout cas, selon ce norme, c'est un peu diffus en Belgique. En Belgique, il n'y a pas vraiment une norme, et les différents fabricants et aussi les différents bureaux d'études, ils travaillent avec des normes différentes. Les normes qui sont utilisées en Belgique, c'est soit le DIN, l'ancien ou la nouvelle version, notre européen. Il y a aussi la norme française qui est utilisée et la norme hollandaise. Mais ce qu'on voit toujours, c'est que ces normes sont un peu exagérées. Comme on voit ici, pour un pomme de douche, pour le débit eau chaude sanitaire, on doit, selon les différentes normes, calculer avec un débit de entre 0,1 litres par seconde et 0,2 litres par seconde. Donc, ça veut dire en effet le double. En effet, là aussi, tu trouves les différents facteurs de simultanéité selon les différentes normes. Donc, vous voyez clairement qu'il y a une grande différence ici, par exemple, pour 10 litres par minute. Selon la norme française, je dois calculer avec un facteur de 50%. Le norme DIN, lui, il se trouve entre le 30 et le 35%. Ici, notre norme qui dit EN qui dit c'est 13. Donc, ça change tout le temps, et c'est juste, ça veut juste dire
selon lequel norme vous calculez, le résultat sera un peu adapté. En tout cas, le CSTC, ils ont fait des vraies campagnes de mesures et ils ont mesuré les débits pratiques dans quatre immeubles. Et donc, en effet, en différentes couleurs roses, vous voyez les différents débits maximales selon les différentes normes. Et en rouge, ce sont les résultats des mesures du CSTC. Donc, ça veut dire ce sont les débits réels. Quand on regarde ça, toutes les normes sont vraiment surestimées. Et donc, selon cet investissement, selon ce projet de recherche, eux, ils ont déjà conclu que toutes les normes sont fort surestimées, même jusqu'à 200%. Le norme le plus correct qui existe actuellement, c'est le norme DIN, donc le norme allemande, mais la nouvelle version. Et par conséquence de cette surestimation en calculation, les diamètres de la tuyauterie sont trop grands, les chaudières, ils sont surdimensionnés, mais aussi les chevaux instantanés, ils sont toujours trop forts, la puissance est toujours trop grande. Maintenant, on va calculer des différentes installations, on va toujours adapter quelque chose dans l'installation, ce que nous avons déjà vu, et juste pour limiter la puissance, limiter le débit et donc créer une installation plus performante au niveau de l'énergie. Et donc on commence avec cette module et vous voyez ici section 1 veut dire j'ai une sous-station, cette section, j'ai raccordé une sous-station, section 2, 2 sous-stations, 3 c'est ce parti, 3 sous-stations, 4 sous-stations, 5, c'est ce parti de tuyauterie là, donc j'ai raccordé un étage, section 6, 2, section 7, 3 étages, et section 8, ça c'est mon installation totale. Donc, les valeurs, ils sont encore les mêmes. Moi, j'ai fait les calculations déjà, et comme j'ai déjà dit, pour cette installation, j'ai besoin d'une puissance de 165 kW et un débit de 5400 litres par heure pour chauffer cette installation. Cette puissance et cet débit, ils sont demandés par la production sanitaire. Donc ça, c'est clair. Pour la production du chauffage, ici les colonnes roses, j'ai besoin de moins de capacité et de moins de débit. Donc en effet, c'est ça. Maintenant, je vais adapter un petit peu car nous avons déjà vu que les normes sont déjà un peu surestimées. Et je vais calculer avec les débits réels de mes robinets. Donc, les robinets dans ces appartements, ils étaient déjà choisis. Et moi, je vais calculer avec les débits réels. Donc, au lieu de travailler avec 12 litres par minute, les habitants
les clients, ils ont choisi pour une pompe de douche d'épargne de 6 litres par minute, un robinet lavabo de 6 litres par minute et une robinet de cuisine plus petit aussi avec un débit de 6 litres par minute. Donc en effet, au lieu d'avoir une débit maximal en théorie de 30 litres par minute, c'est seulement 18 litres par minute. Quand je fais mes calculations pour les différentes sections, moi je vois maintenant que j'ai seulement besoin de 148 kilowatts pour la production de sanitaire et que dans ce cas-là, le débit que j'ai besoin pour le chauffage est plus haut que le débit pour le sanitaire. Donc pour cette installation, j'ai donc diminué ma puissance maximale de 165 vers 148 kW et j'ai diminué mon débit maximal de ma pompe de 5,4 cubeurs vers 4,9 cubes par heure. Et donc j'ai diminué ma puissance électrique, de ma pompe. Maintenant, on a déjà vu que ces facteurs de simultanéité sont fort exagérés et le CSTC ensemble avec l'université de Louvain et d'Anvers, ils ont fait un investissement. Quels sont les facteurs de simultanéité plus performantes, plus réels et ils ont avec les résultats du campagne de mesure et aussi selon les investissements qu'ils ont faits, ils ont créé donc de nouveau les résultats des débits réels et eux ils ont calculé spécifiquement pour nous, ils ont calculé par appartement quel est en effet vraiment le secteur ou le facteur de simultanéité réel. Et eux, ils ont trouvé, donc en effet, au lieu de 18 litres par minute, le débit maximal de pointe pour ce genre d'appartement avec ce type de van et avec 3 habitants par appartement, eux, ils ont trouvé que le débit maximal est à 13,20. Quand je vois ça sur l'immeuble complet, donc pour 20 appartements, eux, ils ont calculé qu'on a juste une débit pic maximal de 38,60 litres par minute ou 0,64 litres par seconde au lieu de, selon le norme EN 806/3, 1,36 litres par seconde. Quand je vais calculer avec ces nouvelles facteurs de simultanéité, moi, je vois que j'ai seulement besoin de 78 kilowatts et en puissance et de 2,5 cubes par heure en débit pour produire ma sanitaire. Et donc, ça devient la demande pour la production de chauffage qui devient le plus important. Donc, regarde la possibilité qu'on a encore en installer la nouvelle norme selon les recherches de l'université Louvain, Anvers et le CSTC. Pour l'instant, ce n'est pas encore la norme. La présentation officielle de leurs résultats, ça passera le 30 octobre de cette année-ci. Et puis le CSTC va mettre tout en ordre pour que ces résultats
devient la nouvelle ou la première norme belge pour le facteur de simultanéité. Maintenant, j'ai un débit sanitaire de 18 litres. Mais de temps en temps, l'installateur ou même les promoteurs de bâtiments ou les propriétaires de bâtiments, ils disent oui, mais 18 litres par minute, ça c'est de trop pour moi. Je veux absolument qu'on limite ce débit jusqu'à, par exemple, 12 litres par minute. Est-ce que ça nous donne quelque chose? Donc, pour produire 18 litres par minute en sanitaire, j'ai besoin d'un débit primaire de 1200 litres à l'heure en primaire. En réduisant ce 1200 litres à l'heure à 800 litres à l'heure, je limite mon débit sanitaire en secondaire jusqu'à 12 litres par minute. Maintenant, je vais calculer avec ces valeurs et donc ça ne me donne pas une diminution en puissance maximale, par contre même, sauf je gagne ici, dans mon installation, un petit peu en tuyauterie parce que les diamètres seront plus petits. Ça, c'est la seule chose qu'on gagne, car quand on regarde, on voit même un rehaussement en puissance maximale. Le débit maximal reste la même chose. Maintenant, au lieu de travailler avec des radiateurs, je vais travailler avec un système chauffage au sol, ce qui fonctionne sur un régime de 35 départ, 25 retours. Donc, mon système chauffage fonctionnera à un système 70 départ de la chaudière, 25 retours. Je n'ai rien adapté à mon installation sanitaire et les pertes de chaleur, il reste évidemment la même chose. Dans ce cas-là, ça restera encore mon débit, ce que j'ai nécessaire pour la puissance que j'ai besoin pour la production de sanitaire qui reste le plus grand, mais mon débit maximal pour production chauffage diminue et ça devient de nouveau mon débit pour la production de sanitaire qui est le plus principal. Et donc, mais en global, ça donne déjà une diminution de la débit maximal de ma pompe. Donc là, ça reste la même chose. Maintenant, même si je n'ai pas besoin d'une chauffe-eau, d'une boiler, parce que ma demande pour mon chauffage est seulement 18 litres, et ça je peux produire avec mon échangeur, même si ma demande est plus faible que ce 18 litres, je vais utiliser quand même un boiler, un chauffe-eau. La grande avantage d'un chauffe-eau, c'est que je peux accumuler ma chaleur, ma puissance, je n'ai plus besoin d'une puissance de pointe, une puissance de pic, mais en tout cas, je vais diviser un peu ma puissance sur une période plus longue, ce qui me donne ce qui veut dire que j'ai besoin d'une puissance plus bas et que cette chaudière avec une puissance plus bas peut travailler plus longue et donc j'ai un rendement de production plus élevé. Par contre, j'ai besoin de plus d'espace et aussi j'ai plus de pertes à l'arrêt que comparé avec
le système à échangeur. Aussi, les gens de l'université de Louvain, ils ont calculé en cas que je travaille avec une boiler, quelle est donc en effet la consommation avec laquelle que je dois calculer. Et donc ici, dans cette graphique en horizontal, vous voyez la grandeur, le contenu du chauffe-eau en litres. Et en vertical, vous voyez la puissance de l'échangeur. Donc, ça veut dire au moment que j'ai une sous-station avec un échangeur à plaque, j'ai besoin d'une puissance d'à peu près 45 kW pour livrer en 100% des cas le débit maximal. Par contre, quand je prends un boiler de 100 litres par minute, j'ai juste besoin d'un échangeur, donc un spirale dans le boiler, avec une capacité de 13 kW. Quand je vais calculer avec ces données, donc ici 100 litres, 13 kW, et je vais calculer, je ne calcule plus avec mon EN 806, mais je calcule avec un autre système, ce qui dit qu'au moment qu'il y a une sous-station, que tu as une installation avec une sous-station, tu dois prévoir que ces sous-stations produisent de l'eau chaude. En cas que tu as entre 2 et 4 sous-stations dans ton installation, tu calcules que maximal 2 sous-stations produisent de l'eau chaude. Chez nous, dans notre exemple, 20 sous-stations, donc on est ici, maximal 4 sous-stations produisent instantanément de l'eau chaude dans leur boiler. Quand je calcule cette installation, moi je vois que pour la production de sanitaire, j'ai juste besoin de 52 kW. Et maintenant, ça devient mon débit et ma puissance en chauffage qui devient le plus performante, le plus demandante. Et donc, je vois que je peux, juste en utilisant un échangeur, un boiler de 100 litres au lieu d'un échangeur, je peux diminuer ma puissance maximale de 148 kW jusqu'à 115 et je peux diminuer ma puissance, ma débit maximal de 4,6 vers 2,5 cubes à l'heure. Donc c'est une grande gagne de débit et un grand gagne de puissance. Maintenant, oui, j'ai remplacé de nouveau mes sous-stations avec boiler par des sous-stations avec échangeur, mais j'ai gardé mon système chauffage par le sol. Donc, cet exemple, on a déjà expliqué. Et maintenant, je vais juste changer cette chaudière avec la puissance de 48. Je vais remplacer par une chaudière avec une puissance de 115 kW pour garantir en 100% des cas mon débit et ma puissance besoin pour le chauffage, car ça je suis obligé d'alimenter constamment 24 heures sur 24 cette puissance et cet débit en temps de moins 10 en dehors. Et donc, je vais calculer. Donc, en remplaçant cette chaudière, je dois prendre je dois installer également un ballon tampon pour stocker un peu de l'eau chaude pour qu'on peut, en cas d'une demande pic,
la puissance et le débit demandé. Comment est-ce que je fais ça? Donc, pour en demande pic, j'ai un débit maximal de 4752 litres par minute. Ça correspond, divisé par 60, à un débit de 79,2 litres par minute. De l'autre côté, j'ai ma chaudière de 115 kW et un delta T de 45 kW. Donc là, je peux produire seulement 36,6 litres par minute. Donc en effet, en cas que j'ai une demande pic en sanitaire à ma côté installation, j'ai un déficit de 42,6 litres par minute. Mon ballon tampon doit garantir ou doit fournir 50 minutes au minimum, en maximal, doit livrer pendant 15 minutes ce déficit. Donc ça veut dire 42,6 fois 15. Donc en total, 700 litres sera la contenu du réservoir. Maintenant, je dois encore faire mon check, car imaginez-vous que le ballon, il y a eu un pic en sanitaire de 15 minutes. Le ballon tampon, il est complètement vide. Est-ce que cette chaudière peut remplir cet ballon tampon en moins que 30 minutes? Car selon les investissements qu'on a fait à l'université de Dresden, le temps entre le premier pic et la deuxième pic, ça c'est au minimum 30 minutes. Donc en 30 minutes de temps, lui, il doit charger son ballon tampon de 0 vers complètement haut. Et donc, ici, j'ai fait les calculs, 700 litres en total, divisé par 36 litres par minute fournis par la chaudière. Donc, en 19 minutes, le ballon tampon, il est fourni de nouveau. Et donc, dans ce cas-là, on a besoin d'une puissance de 115 kW, un débit de la pompe primaire de 2,1 cubes par heure et un ballon tampon de 700 litres. Et dans ce cas, tu peux travailler de nouveau avec des sous-stations avec échangeurs. Maintenant, je n'ai pas une seule immeuble dans ce domaine. J'ai 5 immeubles dans ce domaine. Donc, vous voyez, j'ai créé pour l'instant un système à chaleur, un réseau à chaleur, chacun avec sa propre alimentation, donc chaque immeuble avec sa propre immobilisation. Vous voyez de nouveau la chaudière, le ballon tampon que tu dois calculer exactement à la même manière qu'avant. Maintenant, le jeu, il recommence. Qu'est-ce que je vais faire? Un ballon tampon ici dans la chaufferie centrale, un ballon tampon par immeuble, au lieu de modules avec échangeur, des modules avec boiler. Donc l'histoire complète se répète. Juste pour vous donner une idée, donc là de nouveau on a calculé les différentes puissances et les différents débits qu'on a besoin pour le sanitaire et le chauffage, et vous voyez clairement que ça devient les puissances et le débit nécessaires pour le chauffage qui devient le plus en plus important. Donc, maintenant, on a introduit dans notre installation une ballon tampon. À cette ballon tampon, on peut connecter n'importe quelle source d'énergie renouvelable. Ici, un exemple avec des panneaux thermiques.
des panneaux solaires thermiques qui préchauffent déjà le ballon tampon. Éventuellement, le ballon tampon est aussi préchauffé par la pompe à chaleur. Et donc, l'eau du ballon tampon, l'eau préchauffée, est réchauffée par une chaudière jusqu'à une température de 70 degrés. Et cette eau de 70 degrés, il est envoyé vers les différentes sous-stations. C'est un exemple. Un autre exemple, de nouveau des panneaux solaires thermiques qui sont montés, qui alimentent une première ballon tampon. Cette première ballon tampon remplit, chauffe une deuxième ballon tampon plus grande, mais il est également chauffé par une chaudière à gaz ou éventuellement une chaudière à biomasse. On peut s'imaginer une centaine de différentes applications avec ça. Mais aussi, au moment qu'on a une chaufferie centralisée avec une ballon tampon, en coupant la chaudière centrale et le ballon tampon et en remplaçant par une échangeur à plaques, tu peux facilement connecter ton immeuble à un système chauffage urbain au moment que le gouvernement a décidé de mettre en place un système chauffage urbain dans la région d'où cet immeuble se trouve. Encore quelques bons exemples que nous avons fait avec des sous-stations. Ici, un bel exemple à Épinois, un nouvel appartement. Dans ce bâtiment se trouvent 12 appartements. La chaufferie centralisée, c'est en effet deux chaudières à condensation à gaz en cascade qui remplissent une ballon tampon de 500 litres. Et cette ballon tampon, il alimente des modules SATK 20 à haute température modulante. On voit aussi clairement ici le compteur d'énergie qui est installé. Et on voit aussi les vannes d'équilibrage autoflow qui sont montées. Un autre exemple, une rénovation d'appartement à Saint-Nicolas, entre Anvers et Gand. C'était un ancien bâtiment avec une 18aine d'appartements là dans l'immeuble. Donc le bâtiment est rénové complètement. Il est de nouveau isolé. Les fenêtres sont changées, mais aussi les chaudières murales, ils sont supprimées et remplacées par 3 chaudières en cascade. Ici, pas avec une ballon tampon, mais avec un séparateur hydraulique. Donc là aussi, on a installé les modules SATK 20 à haute température et la version modulante. Vous voyez aussi la vanne d'équilibrage autoflow. Et là aussi, on a installé notre compteur d'énergie avec une lecture centralisée. Donc, vous voyez, ce n'est pas la future qui arrivera dans quelques années. Non, déjà aujourd'hui, on construit ce genre d'installation et donc c'est vraiment la future proche. Donc, je veux vous remercier. Et en cas qu'il y a encore des demandes, vous pouvez toujours prendre contact avec nous par notre site web ou par email et nous répondons aussi vite que possible. À bientôt.